J'ai regardé ça il y a très longtemps, le premier Loft, parce que c'était un phénomène incroyable. Vous aviez voté pour Loana à l'époque ou pas du tout? Je ne votais pas, non. J'étais un spectateur passif jusqu'à la piscine. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. J'enlève mon masque, on est à 1 mètre de distance. Moi de même. Voilà. On s'est lavé les mains, on a respecté toutes les règles de sécurité pour le contexte sanitaire. J'ai lu votre livre « Pas une goutte de sang français » aux éditions Grasset. Et page 170, je vous cite, je commence comme ça, vous dites « Je crois pouvoir affirmer sans me tromper que je ne suis pas connu pour mon humour débridé ». Vous n'avez pas une blague à nous raconter pour commencer? Non, mais je rappelle au fond ce qu'est l'humour français. Ouais. En Espagne, puisque j'y vis depuis 3 ans, je me suis rendu compte que ce qui fonde parfois l'esprit d'une nation, l'identité d'une nation, c'est évidemment les références culturelles, historiques, les grandes émissions de télé, la variété, la chanson, la chansonnette, mais aussi l'humour. Et moi, mon humour, c'est plutôt celui, c'est ce que j'évoque dans le livre de Desproges ou de Blanche Gardin, un humour un peu cynique, un peu froid, mais qui percute. Hein. Mais pourquoi vous avez cette image du type un peu rigide, droit, pas joyeux? Parce que je suis pas... D'abord, franchement, j'ai gouverné dans des conditions difficiles, sur le plan politique, sur le plan économique, et puis évidemment face au terrorisme. Parce qu'il y a une forme de retenue, de pudeur, de rigidité. Je rappelle d'ailleurs dans ce chapitre que, heureusement, nous rions beaucoup dans des moments, parfois c'est une forme de rire nerveux, où c'est une manière de s'échapper, mais combien François Hollande a le goût de la répartie. Et Bernard Cazeneuve, on connaît moins cette personnalité d'ailleurs, a un talent de l'imitation extraordinaire. Les imitations de Fabius, de Giscard d'Estaing, parmi son répertoire, sont tout à fait extraordinaires. Voilà, moi je n'ai pas ce talent. Pas de talent d'imitateur, aucune. Non, puis si je vous dis oui, vous allez m'y inviter. Donc non. Mais il faut rire, heureusement, le rire fait partie de ce qu'est l'être humain, sinon la vie serait bien triste. Ce livre est intéressant parce que vous racontez votre parcours, vous parlez de votre engagement politique, de votre départ en Espagne, de votre retour à Paris, et vous parlez aussi, alors pas beaucoup finalement, de votre action politique en tant que ministre de l'Intérieur, mais il y a quelque chose que je retiens, vous le dites, vous l'affirmez à un moment dans le livre, la police n'est pas raciste. Oui, je le dis notamment quand je parle de la France que je n'aime pas. Je parle d'Éric Zemmour, qui cherche à réhabiliter cette vieille thèse du glaive et du bouclier, c'est-à-dire l'alliance entre Pétain et De Gaulle, qui est une thèse qui n'a aucun sens, et Assa Traoré, qui explique que la France est raciste, que la police et la justice sont racistes. Il y a du racisme en France. Il y a des policiers qui ont démontré être racistes et qu'il faut évidemment sanctionner. C'est insupportable dans la police républicaine. Mais accuser l'État français et ses institutions, dont la police, qui est une grande institution républicaine, d'être raciste, c'est un message de haine, un message faux et de haine et de division. Mais dire qu'une institution est raciste, c'est faux et c'est dangereux. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce poste de ministre de l'Intérieur vous a transformé, plus que celui de Premier ministre d'ailleurs? Je ne le dis pas dans le livre, je crois. Au fond, quand je suis rentré à Beauvau, mon ambition, mon objectif, c'était de rester les 5 ans. Et bon, on ne refuse pas d'être Premier ministre. Et puis c'était une étape supplémentaire, je le raconte dans le livre. Mais j'ai adoré être ministre de l'Intérieur. J'aime beaucoup l'action. Moi, je suis un homme de terrain, je l'ai démontré en étant élu. Et au fond, au ministère de l'Intérieur, vous continuez ça, parce que vous êtes sur le terrain, il faut bouger. Mais pour quelqu'un qui a de l'énergie et qui aime l'action, c'est un ministère que j'ai adoré. Pas une goutte de sang français, partir pour mieux revenir, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ça ou pas? Pas une goutte de sang français, il faut toujours le rappeler. Oui, bien sûr. Mais la France coule. Non, parce qu'il y a des gens qui disent il est raciste, il parle du sang français. Non, mon père est espagnol, ma mère est suisse italienne, je n'ai aucun ascendant français et j'ai appris à devenir français, je suis profondément français. Et la phrase de Gary qui était juif, qui s'est formé au lycée de Nice, sa mère a voulu qu'il ait toutes les ambitions possibles, qui était résistant, aviateur, gaulliste, compagnon de la libération, un grand écrivain avec de la double personnalité, c'est tout à fait étonnant. Et je trouve que cette phrase, j'aurais voulu l'inventer. Elle dit au fond très bien ce que beaucoup de Français sont, c'est-à-dire quelle que soit l'origine ou la couleur de peau, nous sommes Français parce que nous partageons des valeurs. Oui, partir, revenir, Paris, Barcelone, c'est ma double culture, bien évidemment, mais c'est 3 ans à Barcelone, c'est 3 ans en Espagne.
je le raconte, j'écris ce livre, je commence à l'écrire pendant le premier confinement, il y a tout juste un an, me font sentir pourquoi je suis français. Au fond, c'est ma passion, c'est un cri d'amour à la France. La politique, c'est violent. Et d'ailleurs, on le voit dans votre livre, vous parlez d'une détestation partagée, d'un mépris réciproque avec Arnaud Montebourg. Ça donne envie aux jeunes de faire de la politique, vous croyez ça? Oui, c'est une seule phrase. Mais parce que lui a été. Il a écrit 2 pages sur moi. Moi, je lui consacre une ligne. Hein. Oui. Parfois, c'est plus efficace. Mais il me consacre 1 ou 2 pages d'une méchanceté. On se connaît depuis trop longtemps. Et d'ailleurs, Arnaud a l'humour. Oui, il y a eu. On ne s'est pas rencontrés. Mais. Je consacre par exemple un chapitre à Chamonix pour dire mon inquiétude sur le réchauffement climatique à travers cette mer de glace qui fond à vue d'œil. Et voilà, ça c'est un engagement concret pour une grande partie de la jeunesse et des citoyens, parce qu'au fond c'est un projet, c'est un défi majeur. C'est l'avenir de la planète, c'est-à-dire de l'espèce humaine qui est en cause. C'est-à-dire qu'il faut des politiques puissantes au niveau mondial. Moi, j'étais très fier d'être Premier ministre pendant l'accord de 2015, de la COP 21. Mais chaque individu, c'est ce qui rend concret ce combat, ce défi. Chaque individu est responsable à travers sa manière de manger, de consommer l'énergie, de trier les déchets, de choisir son mode de transport. Donc, et là, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup de jeunes. C'est pour ça que la rage parfois de Greta Thunberg. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Je termine par là, parce que j'ai eu une discussion avec ma fille, même si on a l'impression qu'elle vous engueule en permanence et qu'elle n'est pas très heureuse. Mais bon, elle secoue. Hein, c'est les combats d'une vraie radicalité, mais d'une radicalité concrète. Alix a été rencontrer des Français dans la rue, et je le promets que dans les 10 km autour du bureau, pour leur demander s'ils se rappellent de vous, regardez ce que ça donne. Est-ce que vous vous souvenez de Manuel Valls? Ouais, je m'en souviens. Ouais. Oui. Il faisait quoi avant? Ministre de l'Intérieur. Franchement, c'est très flou. Oui, il était Premier ministre. Effectivement, vous avez été le Premier ministre durant le quinquennat de François Hollande. Puis député de la majorité en 2017, avant de finalement nous quitter pour conquérir le cœur des Barcelonais. Après 3 années à briller en espagnol à Barcelone, d'ailleurs vous décrochez clairement le 20 sur 20 à l'oral de bac d'espagnol. La que conocemos ahora, o la que conocíamos antes, pero ahora y con la ruptura con mi plataforma. Ces dernières semaines, vous faites votre comeback médiatique en France. Bonjour Manuel Valls. Pour présenter votre nouvel ouvrage, Pas une goutte de sang français. Mais alors pourquoi un tel retour? ¿Por qué? Quels sont vos projets en France? C'est bien fait. Vous savez que le 31 mars 2014, cela fait 7 ans que j'ai été nommé Premier ministre. Le temps passe. Je suis présent dans l'esprit des Français, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des gens qui m'aiment bien et des gens qui me détestent, parce que j'ai représenté au fond les échecs à un moment du quinquennat de François Hollande. Il ne s'est pas représenté, moi j'étais candidat à la primaire, donc j'ai tout pris. Parfois j'y ai pris ma part, et puis j'aime prendre des coups, mais là vraiment j'ai pris pour tout le monde. Merci pour les autres qui se sont planqués. Mais moi d'abord, c'est ce que je dis dans le livre, j'ai ressenti ce besoin de renouer avec la France, et parce que comme je l'ai ressenti au moment du confinement, il y a 1 an, et puis en septembre au moment des attaques terroristes, où la presse d'ailleurs m'a beaucoup invité à m'exprimer, malheureusement. À travers mon expérience, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je suis désolé, je ne vous donne pas un scoop. C'est dommage, mais ça, au moins ça ferait du bruit. mais je ne suis pas candidat parce que je ne suis pas en situation... Candidat à rien? Pour reprendre la phrase ¿por qué? À rien. Pas la nada, si on continue là-dessus. Mais donc, j'ai envie que mon expérience, parce que sur les questions autour, au fond, de la République, j'ai une légitimité, je veux participer au débat, au grand débat de 2022, parce que je suis inquiet, pas seulement d'une possible victoire de Le Pen, mais je suis inquiet du fait que le pays se défait. Après, moi, je suis très franc, hein. Qu'est-ce qui se passera? De quoi se fera l'avenir? Quel sera mon avenir politique si j'en ai un? Je n'en sais rien, et ces 3 dernières années m'ont démontré que la vie politique et personnelle, surtout, vous offrait des opportunités et on verra bien. Donc voilà, moi j'ai retrouvé un équilibre. Grande partie, le livre est aussi, il y a de l'intime. Je me livre sur
fait, par exemple, que je me suis senti cassé, brisé en 2017 et en 2018, que j'ai eu presque un sentiment de mort, hein, je n'ai pas voulu crever, pour ça je me suis représenté aux élections législatives à Évry, j'étais réélu, mais au fond je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était cassé avec les Français, avec ma famille politique, y compris dans mon couple. Donc voilà, je me suis reconstruit, et ce livre c'est une manière aussi au fond de dire regardez qui je suis vraiment, pour ceux qui nous regarderont, nous écouteront ou liront le livre. Et puis il y a eu cette fadaise sur le Nouveau Monde, enfin, heureusement, l'humanité depuis... ça, vous en mettez pour le grade aussi dans le Nouveau Monde. Oui, mais depuis le début, le débat, il est toujours entre les anciens et les jeunes, les conservateurs et les modernes. Mais l'idée qu'on efface tout, non. Et en plus, c'est très dangereux. Bon, donc, si je peux jouer ce rôle-là, en tout cas, dans le débat d'idées, écoutez, c'est déjà pas mal. C'est une belle opportunité qui m'est offerte. Et je veux l'utiliser, mais pour les Français. Vous parlez beaucoup de politique dans votre livre, mais pas que de politique. Vous parlez aussi beaucoup de football. Vous avez consacré un chapitre entier au football. Bon, ça n'a pas dû vous faire du bien, le 4-1 à Barcelone. Ça m'a fait du mal. Oui, j'entends, moi ça m'a fait du mal. Mais je comprends bien que vous avez... Ça m'a fait du bien. Le 6-1... Non, mais ça, c'était en 2017. C'était l'ancien monde. Non, mais je parle du foot parce que c'est une passion, parce que c'est un sport incroyable. Et justement, vous parlez de Johan Cruyff, qui est un joueur fantastique, qui est l'identité du FC Barcelone. Il n'avait pas participé, je ne savais pas, à la Coupe du Monde en 1978 en Argentine pour protester et ne pas cautionner la junte militaire. Je vous vois venir. Oui, alors voilà, si vous me voyez venir. Il y a une Coupe du Monde au Qatar en 2022. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les Norvégiens, par exemple, mettre un t-shirt et dire qu'ils vont boycotter la Coupe du Monde? Alors, Cruyff, lui, évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont incarné le foot. Hein. Évidemment, si on commence à parler foot, votre émission est morte. Et donc mais il y a sans doute Pelé, il y a évidemment Cruyff, il y a Maradona, Messi, il y a des joueurs comme ça qui ont changé le foot. Parce que vous savez, il faut être clair. Si on dit on boycotte le Qatar... Parce qu'il y a eu des morts. Parce qu'on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts dans les chantiers. Il faut le démontrer, mais enfin, en tout cas, si cette réalité elle est insupportable. Le débat avait déjà eu lieu, y compris sur le choix du Qatar. Bon, c'était une manière aussi de globaliser encore plus le foot, même dans les endroits où il n'est pas très présent. Mais il faut être clair. Si on prend le Qatar en termes de ligne de mire, et moi je suis très critique avec le Qatar, mais alors il faut le faire pour tous les pays. Je veux dire, la dernière Coupe du Monde a eu lieu en Russie, il y a eu les Jeux Olympiques en Chine. Ce ne sont pas des pays qui illuminent le monde par leurs pratiques démocratiques, si je marie l'art de la litote. Donc il faut être au clair, soit on ne fait jamais des compétitions de ce type dans les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, soit alors on accepte. Alors peut-être utilisons cette campagne, et moi je comprends ce qui est en train de se passer, une Coupe du Monde qui aura lieu d'ailleurs en hiver, ça va beaucoup changer à la fin de l'année 2022. Utilisons-la alors à ce moment-là pour obliger ces pays à changer. Si on boycotte la Coupe du Monde, alors il faut boycotter le Qatar sur tous les sujets. Imaginons que vous êtes Didier Deschamps, vous êtes sélectionneur de l'équipe de France de football. Est-ce que vous amenez Karim Benzema? Non, mais ça, dans une interview, je ne l'évoque pas dans le... Non, mais justement, j'étais étonné. Je pensais que vous en parleriez dans votre livre. J'ai manqué de courage. Je donne une interview un matin Europe 1 et je fais 2 déclarations tonitruantes. Mais dont une, je dis à peu près qu'il faut que Barbarin démissionne. Parce que je suis ulcéré sur son attitude à propos des révélations concernant les viols qu'ont subis de la part d'un prêtre les gamins, et le fait que l'épiscopat de Lyon a couvert, en tout cas, n'a pas agi suffisamment. Ça, c'est quand même le Premier ministre. Hein, et de l'autre côté, j'ai une question, et à ce moment-là, vous êtes déconcentré un peu sur le foot, et donc je suis pas très tendre avec Karim Benzema. Et donc ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Donc là, vous me coincez, parce que si je répète, ça va faire du bruit, et si je dis il faut qu'il revienne dans l'équipe de France, je ne suis pas le sélectionneur. Très bien. Il fait une saison extraordinaire au Real Madrid, mais c'est un grand joueur. Mais les équipes nationales sont moins bonnes que les clubs, parce qu'ils ne jouent pas ensemble.
Et l'équipe de France, qui n'était pas forcément la meilleure de son histoire, ni de la Coupe du Monde de Russie, mais par le collectif. Voilà, et donc Deschamps a considéré qu'il y avait des joueurs qui ne pouvaient pas faire partie de ce collectif. Vous voyez, j'ai encore quelques... j'ai un peu de métier politique, donc je file la balle à Deschamps. Vous parlez aussi beaucoup de culture dans votre livre. Alors là, j'ai été choqué, vous parlez beaucoup de Blanche Gardin. Vous donnez même le titre à un chapitre au nom de Blanche. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, si, j'adore cet humour. Écoutez, elle le sait, Blanche Gardin, que vous avez non, j'ai peur, parce que sinon j'ai peur qu'elle m'assassine dans un sketch ou un truc comme ça. Non, c'est une fille très cultivée, qui était punk chien, elle le rappelle, et qui est droite, sans sourire, et qui vous balance des trucs sur, notamment sur les hommes, sur les femmes, sur la sexualité, sur la sodomie, enfin bon, c'est des choses incroyables. Et j'adore, moi, cet humour, celui de Desproges, celui de Gaspard Proust, j'adore tout l'humour français. Mais encore une fois, je sentais par mes blagues, alors pas forcément toujours réussies, et ma manière d'exprimer en Espagne, pardon, qu'il y a un décalage. Ouais, qu'il y a un décalage. Je vous le disais tout à l'heure, chaque pays a ses références et son humour. Blanche Gardin et Desproges sont intraduisibles en espagnol ou anglais, mais là-bas aussi, il y a des humoristes de qualité. On va faire le que oui que non, vous répondez que par oui ou que par non. Que oui que non, est-ce que vous êtes prêt à vous faire vacciner avec AstraZeneca? Oui. Vous êtes fait vacciner ou pas encore? Non, je n'ai pas le droit, je ne rentre pas dans les... ça ne se voit pas, mais je n'ai pas... je suis pas 75 ans. Très bien, que oui que non, est-ce que c'est vrai que vous avez été franc-maçon? Oui, je le dis dans le livre. Ouais, je l'ai appris dans le livre. Oui. Peu de temps, parce qu'après j'ai cherché et j'ai vu que ça a duré 15 ans. Un peu moins, oui, non, mais en fait, j'ai très vite, j'y allais plus. Alors peut-être que la sortie effective, administrative, a duré. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis encore franc-maçon, donc ils me font des signes, etc. mais puis on l'est peut-être à vie. Mais actif, je l'ai été, très honnêtement, je l'ai été quelques années seulement. Je cherchais des lieux pour réfléchir, etc. Alors, une forme de spiritualité, en tout cas de réflexion. Ouais, vous parlez de la croyance. Oui, voilà. Et donc, j'oublie pas que la franc-maçonnerie a joué un rôle essentiel dans la construction de la République. Donc, que oui. Que oui, que non. Est-ce que c'est vrai que c'est surtout les emmerdes qui remontent à Matignon, comme le dit Édouard Philippe? Alors, c'est oui ou non non, il n'y a pas que les emmerdes. Surtout, il avait dit surtout. Oui, bien sûr, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Mais moi, je n'ai pas vécu... Il y a une thèse, il y a eu un livre de la journaliste du Monde, Raphaël Baquet, il y a de nombreuses années, reprenant une phrase de Rocard qui parlait de l'enfer de Matignon. Franchement, nous, on a connu crise économique, division du PS, frondeurs, problèmes européens, évidemment, crise terroriste. Moi j'étais heureux. Vous savez, quand vous êtes dans l'action, puis Matignon est un endroit magnifique, un parc incroyable, vous avez des très bons collaborateurs. Au moment où vous êtes fatigué, puis je suis sorti sans doute éreinté, trop, c'est impossible d'enchaîner la campagne des primaires. Il y a même des copains qui disent mais t'as maigri. Il y a ou on grossit, ou on maigrit. Édouard Philippe, lui, la barbe a changé de couleur. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de décisions et que ce sont forcément toujours des sujets compliqués et difficiles. Mais gouverner, moi, je ne suis jamais blasé, c'est un plaisir incroyable. Que oui, que non. Est-ce que vous regardez Les Anges de la télé-réalité, Manuel Valls? Non, j'ai regardé ça il y a très longtemps, le premier Loft, parce que c'était un phénomène incroyable. Vous aviez voté pour Loana à l'époque ou pas du tout? Je ne votais pas, non. J'étais un spectateur passif jusqu'à la piscine. Mais bon, mais je sentais que ça mais aujourd'hui, je ne regarde pas. Ça, quand vous zappez, forcément, vous tombez à un moment. Mais ce n'est pas totalement ma tasse de thé, sauf si on me propose d'y participer. Alors là, j'y réfléchirai. Que oui, que non. Est-ce que vous avez Clubhouse? Pardon? Clubhouse, vous connaissez Clubhouse? C'est quoi ça? C'est Clubhouse, c'est un nouveau réseau social avec que des Clubhouse. Pardon. Non, mais je suis pas, je n'y rentre pas. Je vois ce que c'est. Là, j'ai compris. Vous n'irez jamais dans Clubhouse? Jamais, il faut jamais dire. Si on vous invite, il faut être parrainé. Si on vous parraine. Voilà, oui. Un peu comme les francs-maçons d'ailleurs. C'est un peu ça. Je ne savais pas que Clubhouse était une nouvelle franc-maçonnerie. Attention, vous allez nourrir les théories complotistes. Très bien. Avant de passer au débat, on a un cadeau pour vous. On offre toujours un cadeau à nos invités. Oui. On vous a offert un petit cadeau. Je peux ouvrir? Ah bah bien sûr. C'est Noël avant l'heure. Ah bah c'est pour mon anniversaire arrivé à Matignon. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Il a les couleurs du livre, c'est de très bon goût. C'est les couleurs de notre chaîne aussi, c'est pour ça. Ah d'accord. Et donc ça, ce sont des chaussettes. Ouais, alors il faut tourner dans l'autre sens, peut-être. Assemblée nationale. Ouais.
Et gauche. Droite, gauche. Ah, droite, gauche, oui. Parce que je sais que c'est votre question préférée. Êtes-vous toujours de gauche, Manuel Valls? Oui, c'était la question qui m'était posée par Laurent Geoffrin dans ses différentes fonctions, et je trouve que là aussi que la formule de Camus, malgré elle, la gauche, malgré moi, je mourrai à gauche, c'est la plus belle des réponses à une question qui est typiquement de gauche et qui en général est la première étape du procès en trahison qu'une partie de la gauche vous fait. Mais pour ce qui concerne les chaussettes, et même pour l'être humain en général, vous avez un pied droit, voilà. Un pied gauche, une main droite, une main gauche. Donc, mais ça me sera très utile, ça sera très très chic. Là, je ferai. Je peux vous dire, j'ai les mêmes, c'est très bien. Un tabac, vous savez, moi j'ai des chaussettes rouges. Oui. Moi aussi, vous voyez aujourd'hui. Voilà, on va rentrer et je suis un fan des slips français, du slip français. Donc avec ça, ça fera un élément supplémentaire. Manuel Valls, restez avec nous. On va accueillir tout de suite Ludo pour un débat sur les politiques sur Internet. Ludovic B a fait une vidéo là-dessus. YouTube versus la télévision. Comment les politiques utilisent les médias? Regardez. Les politiques aiment parler à tout le monde, mais surtout aux jeunes. C'est eux qui ont le plus de pouvoir de faire pencher une élection. Et ça, les politiques l'ont toujours su. Gauche-droite, donc ces chaussettes, peu importe, en tout cas, qu'on soit à gauche ou à droite, en ce moment sur Internet, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les chaînes YouTube. Ludo, tu es avec nous, Ludo B, tu as fait une vidéo là-dessus, justement, pour nous expliquer YouTube versus la télé, comment les politiques utilisent les médias. Première question, Manuel Valls, est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Non. Non, d'accord. Il faut avoir une chaîne YouTube quand on est politique? Aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, clairement, c'est-à-dire que ça fait partie de la campagne. Les campagnes, aujourd'hui, ça se fait plus que sur le terrain ou dans les médias traditionnels comme on faisait avant. Voilà, il y a des nouveaux outils et tous les partis politiques ont des chaînes YouTube, d'ailleurs. Le gouvernement en a une. Elle se met aussi à faire des feats avec d'ailleurs des influenceurs, des choses comme ça. On va voir bientôt Emmanuel Macron, le président de la République, chez McFly et Carlito. Vous connaissez McFly et Carlito? Ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Et donc du coup, par exemple, même moi d'ailleurs, j'ai reçu Gabriel Attal sur ma chaîne, le porte-parole du gouvernement. On a vu, maintenant ils ont une chaîne Twitch également. On a vu Jean Castex sur Twitch. Avec Samuel Etienne. Avec Samuel Etienne, exactement. Vous en pensez quoi, vous, de cette stratégie justement que fait le gouvernement sur les réseaux sociaux pour parler aux jeunes? Je crois que c'est pour parler à tout le monde. Vous vous rendez compte, quand j'étais jeune, il y avait 3 chaînes. Et quand on allait présenter un livre, on allait apostrophe, ça devait être 12 ou 14 millions de téléspectateurs. Quand Jean-Marie Le Pen ou Harlem Désir, je prends des personnages très différents au milieu des années 80, sont apparus et sont allés à la télévision, ils allaient à l'heure de vérité. C'était pareil, je crois que c'était 10-12 millions de téléspectateurs, c'était tout à fait énorme. Et encore en France, on a un système de télé où on a des journaux télé qui marchent très bien. Mais dans une société éclatée où les gens ne regardent plus la télé de papa, où on est dans une société, on va l'appeler horizontale, et une société de réseaux qui se démultiplient, pour atteindre les gens, quels qu'ils soient, et les jeunes notamment, mais pas seulement, mais les jeunes en l'occurrence, oui, alors il faut utiliser tous les réseaux. Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube parce que je n'ai pas de parti. Le privilège, on est très critique avec les médias, on peut le comprendre, mais je parle du contenu. Mais au fond, la télévision, maintenant les réseaux sociaux, c'est un privilège énorme, à condition de bien l'utiliser, parce que c'est l'occasion de parler à des millions, pour ne pas dire des milliards, des dizaines de millions de personnes. J'ai l'idée, notamment utilisant le livre, d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Et puis de toute façon, la pandémie, enfin ces périodes de confinement, nous oblige à parler, notamment au moment des campagnes électorales. C'est beaucoup plus efficace de parler tout à coup en Zoom ou sur n'importe quel type de moyens, toucher beaucoup plus de gens que de faire un porte-à-porte, alors qu'il y a des codes partout, des digicodes, des chiens qui vous mordent la main, donc il faut faire très attention. La différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, ça a ses codes, ou même Internet en général, il y a des codes sur Internet qui sont très éloignés des codes traditionnels de la politique. Aujourd'hui, pour parler sur Internet, il faut lâcher ses codes politiques, arriver à parler ouvertement, d'une autre manière en tout cas. Est-ce que vous serez prêt à ça? Non, en tout cas, il faut toujours être soi-même, naturel. Le pire pour un politique, c'est le ridicule. Donc il y a des moments, voilà. Ça a commencé, il y a déjà des années, quand les politiques allaient chanter dans un certain nombre d'émissions. Le premier qui a fait ça, c'est Lionel Jospin, qui n'était quand même pas le plus débridé, quand il est allé chanter chez Patrick Sébastien, peut-être, Les Feuilles Mortes. C'est un moment d'anthologie de la télévision. Il avait une belle voix, mais donc si on considère la démocratie, c'est quelque chose de sérieux, celui qui porte le message, homme ou femme politique, et
et le message de fond doivent rester, et y compris la manière d'être. Sinon, si on change tout pour parler à des publics différents, on voit la manipulation. Vous iriez, vous, chez McFly et Carlito, pour faire un concours d'anecdotes? Je vais attendre d'abord. Il faut toujours, comment dire, oui, il faut toujours un document martyr, et puis on verra ce que ça donne. Mais vous avez sûrement des conseillers en communication. J'en ai eu. Vous en avez eu, mais à l'époque, ils vous incitaient peut-être déjà à l'époque d'aller sur Internet, oui, sur des choses comme ça. C'est allé très très vite. C'est d'ailleurs prodigieux parce qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps l'entrée dans le jeu de Twitter. Ouais. Vous vous rendez compte que quand j'étais attaché parlementaire de Michel Rocard, j'occupais des relations avec l'Assemblée à ses côtés, c'était en 88, 91, c'est pas non plus, je parle pas du 15e siècle, il n'y avait pas de portable. Pour l'appeler, pour le réveiller, pour qu'il mette en œuvre le 49.3, parce qu'il l'a fait beaucoup, je l'appelais par un téléphone qui est à l'Assemblée nationale, à côté de l'entrée, qui s'appelle la porte de bronze. Avec, quelques années après, j'étais chargé de la communication de Jospin, déjà avec la presse. On avait le portable, bien entendu. Internet commençait à peine, c'était d'ailleurs plutôt intranet. Hein, et Internet commençait à peine. Je vous parle de 97, 2001, 2002. Il y a 20 ans seulement. Bon, donc ça s'est accéléré, bien évidemment, et c'est en train de changer pour le... Il ne faut pas être que négatif, bien évidemment, et pour le meilleur, parce que la planète est devenue un village et ça relie les hommes à une vitesse incroyable. Ça crée quand même aussi une forme de tension, d'énervement permanent. Ça va plus vite, tout va plus vite. Ça va beaucoup plus vite, et comme tout va plus vite, je pense que l'être humain n'a pas changé depuis le début de son existence. Et il a besoin, comment dire les choses, aussi de recul, de réflexion. Donc il faut utiliser les deux, mais si c'est bien utilisé, c'est une arme redoutable au bon sens du terme. Merci Ludo, je rappelle ta vidéo YouTube versus la télé, il faut aller la voir, je l'ai vue moi tout à l'heure. Tout à fait. Et comment les politiques utilisent les médias, c'est hyper intéressant, et comment c'est régulé, et à la télévision, et même maintenant sur Internet, ça commence. Ça commence, mais le CSA n'a pas de droit sur Internet, donc très peu. Donc, et ça viendra, parce que c'est en effet, tout est régulé pour les campagnes électorales, et les temps de parole. Là, on est sur quelque chose qui est plus difficile à réguler pour les politiques, mais évidemment pour tous les messages, alors tous les messages de haine, de racisme, de mise en danger de ça va forcément finir par d'autrui. Donc il y a un moment où la nécessité du contrôle, pour des raisons évidentes, va s'imposer. Manuel Valls, merci d'être venu nous voir. Pas une goutte de sang français. J'ai une dernière question. C'est que vous dédiez ce livre à vos enfants au début. Ils n'ont jamais souffert, vos enfants, de votre vie publique, de votre vie politique? Ils vous ont jamais dit stop, papa, arrête? Non, jamais. Il y a eu une forme de fierté. Ils m'ont toujours vu. Les grands comme les petits, les grands parce qu'il y en a deux qui ont 28 et 30 ans et les jumeaux qui ont presque 22 ans, ils m'ont toujours vu, ils voyaient les affiches de papa pendant les premières élections. Je me rappelle, mes deux grands, il y a quelqu'un qu'ils n'aimaient pas beaucoup, après j'ai eu beaucoup de sympathie pour lui, qui est Robert Hue, il l'appelait Robert Hue, mais d'un seul mot, hein, qui m'a battu aux élections législatives à Argentin en 97. Ils m'ont toujours vu, et ils ont vécu en banlieue, toujours à l'école publique, de leur quartier, et ils ont toujours été protégés par l'environnement. Oui, parfois, comme d'autres papas ou d'autres mamans, dans d'autres métiers, j'étais pas assez présent. Parfois, il y a eu peut-être que l'aîné a ressenti des choses que moi j'ai pas vues à ce moment-là. Mais ils sont plutôt fiers, oui, ils sont plutôt, et la relation avec les quatre est exceptionnelle. Donc là aussi, il n'y a pas de perfection. Vous savez, ceux qui disent qu'il faut chercher la perfection dans l'éducation des enfants, ils se trompent. Mais je les aime beaucoup, et ils sont très français dans leur manière d'être. C'est pour ça que je leur dédie aussi ce livre. Et je les aime beaucoup. Pas une goutte de sang français. Merci d'être venu nous voir. À bientôt. Et puis Ludo, merci à toi. Et puis allez voir toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. On a reçu plein d'invités. Allez voir et allez découvrir la politique. À bientôt. À bientôt, merci. Et voilà, cette interview est terminée. Ce que je peux vous dire, c'est que si j'étais sélectionneur de l'équipe de France de football, eh bien je sélectionnerais Benzema pour l'Euro. Bref, c'est mon avis. En espérant que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, commentez, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en à tout le monde autour de vous. À très vite.